Bonjour à tous, il est 14h30, je déclare la séance du Conseil communautaire ouverte. Mesdames et messieurs, chers amis, c'est avec une profonde tristesse que je commence cette assemblée communautaire sans notre ami Jean Brondy, qui nous a quittés le dimanche 21 janvier. Ce grand monsieur, élu de la majorité sanarienne depuis 1977, a toujours été présent et investi au sein de nombreuses institutions. L'ordre du jour de ce conseil communautaire en atteste. En ce qui me concerne, j'ai eu le bonheur de le rencontrer il y a plus de 10 ans, et Jean et moi avions accompagné nos amis Laetitia Kinissi et Robert Beneventi aux élections départementales. Notre quatuor était solide et complémentaire, nous avons de merveilleux souvenirs ensemble. Cet homme de cœur et d'engagement, discret, travailleur, fidèle, toujours présent, d'une immense gentillesse et de grandes valeurs humaines, investi pour l'intérêt général, manquera à tous ceux qui l'ont connu et qui ont eu le privilège de collaborer avec lui. Il sera à jamais dans nos cœurs. Je vous invite à nous recueillir ensemble pour lui. Je vous remercie. Appel nominal des conseillers communautaires. Monnier Blandine, présente. Jourdan René. Verduine Hélène, absente, qui donne son pouvoir à Yves Reynard. Arnaud Suzanne. Barthélemy Philippe. Castel René. Joseph Jean-Paul. Fiedler Édouard. Aubert Patricia. Alster Daniel. Canol Muriel. Granet Jean-Luc. Mazella Fanny. Porcu Robert. De Peretti Carole, qui donne son pouvoir à Eliane Thibault. Thibault Eliane. Migliaccio Eric. Ah, je n'ai pas encore. À qui? Il l'a donné à qui? Il l'a donné à qui, pour voir? Je crois que c'est à Daniel Esther. Bon, je le marque et puis on recommence. D'accord. De Maria Luc. Cotreau Roger, qui donne son pouvoir à Michel Salle. Garcia Gilles, absent. Samat André. Ferrara Louis. Guiraud Pascal. Joanneau Bruno. Goard Christelle donne son pouvoir à Barthélemy Philippe. Maubé Yvan. Larlet Loire Evelyne. Sergent Christine. Déléda Robert. Bonifay Corinne. Tessier Jean. Noël Nathalie. Long Sophie. Absente. Serre Daniel. Collet Laurent. Corti Ludivine. Salle Michel. Perrier Gérard. Reynard Yves. Bourron Valérie. Rocheteau Philippe donne son pouvoir à Valérie Bourron. Guérel Émilie. Absente. Bail Marc. Je vous remercie. À la lecture de l'appel, le quorum étant atteint, je déclare que nous pouvons valablement délibérer. En préambule de cette séance, je souhaite la bienvenue à deux nouveaux élus communautaires, Madame Ludivine Corti, de la commune du Bosset, si vous voulez bien vous lever comme ça tout le monde va faire votre connaissance. Merci. Et Monsieur Luc de Maria, de la commune de Sanary-sur-Mer. La bienvenue à tous les deux. Je vous précise à tous de ne pas quitter la séance sans avoir signé au préalable tous les documents, feuille de présence, approbation du PV du 4 décembre 2023. Voilà, donc nous allons commencer. Donc le compte-rendu des décisions du Conseil communautaire, vous les avez tous reçus. Y a-t-il des questions? Nous allons passer donc à l'ordre du jour. Rapport d'orientation budgétaire 2024, budget principal et budget annexe.
René Jourdan. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous rappelle qu'en application des dispositions du Code général des collectivités territoriales, le vote des budgets primitifs des établissements publics de coopération intercommunale ayant opté pour la nomenclature M57 doit être précédé d'un débat portant sur les orientations générales des différents budgets dans un délai de 10 semaines précédant l'examen du budget. Madame Pellegrin, en charge des finances, va présenter le rapport d'orientation budgétaire. Après avoir pris connaissance du rapport annexé à la présente délibération et débattu sur les orientations budgétaires 2024, il sera proposé d'approuver le rapport d'orientation budgétaire annexé à la présente délibération. Merci. Oui, merci beaucoup. Bonjour mesdames et messieurs, donc je vais essayer de vous présenter de façon synthétique et assez rapide le rapport d'orientation budgétaire pour 2024. Donc juste pour rappel rapidement, le ROB, son acronyme, est un document qui est présenté sous forme de rapport et qui statue sur l'état d'orientation budgétaire de l'EPCI en l'occurrence et qui vous permettra ensuite de procéder au débat si vous le souhaitez. On verra rapidement le contexte, le projet de loi de finances, les orientations de la CSSB, les orientations par budget, et ensuite un focus sur la gestion des ressources humaines, sur les épargnes de gestion du budget principal et sur la gestion de la dette. Concernant le contexte, vous le connaissez quand même, mais au niveau national et international, c'est un contexte marqué par les tensions géopolitiques, sur un contexte d'inflation des prix des matériaux qui génère notamment des révisions de prix conséquentes, l'augmentation des coûts de l'énergie qui pour l'instant ne baisse toujours pas, des taux qui ne baissent pas non plus, le coût d'un emprunt reste aujourd'hui encore élevé, et l'augmentation du point d'indice du traitement des agents de l'agglomération. Au niveau local, il est à noter le passage à la nomenclature M57 pour 4 des budgets de l'agglomération, ce qui génère un surcroît de travail pour ce passage et des délais différents, vous l'avez vu, délai de 10 semaines entre le ROB et les BP et des délais de convocation de 12 jours au lieu de 5 jours avant les budgets primitifs. À noter également le Grand Prix de France, dont la liquidation est toujours en cours et qui aurait un coût pour l'instant estimé à 1 million d'euros à assumer pour la CSSB. Également la mise en place à partir de cette année d'une subvention annuelle du budget principal vers le budget annexe de transport qui, comme on l'avait vu l'année dernière, ne s'équilibre plus. Les 3 recettes qui le composent ne suffisent plus aujourd'hui. En focus sur la loi de finances pour 2024, elle a été adoptée le 29 décembre dernier. Pour nous, les points notables sont l'augmentation de la DGF de 320 millions d'euros, essentiellement au profit des communes. Il y aura une légère baisse de la dotation de compensation des comptes des communes pour les EPCI. Il y a un net verdissement des soutiens à l'investissement, que ce soit par la dotation de solidarité à l'investissement local, la DETR ou même le fonds vert mis en place. Il y a également l'obligation de se doter d'un budget vert, c'est-à-dire un document qui présentera quels sont les impacts du budget sur l'écologie. Il y aura une annexe spécifique à compléter. La révision des bases locatives des locaux professionnels qui est de nouveau reportée, pour l'instant prévue en 2026. Le travail avait été fait en 2022 parce qu'elle devait être adoptée normalement en 2023, mais elle est reportée chaque année. À noter également, ça c'est une bonne nouvelle, les dépenses d'aménagement de terrain qui sont de nouveau éligibles au FCTVA. Et enfin, la généralisation à venir du compte financier unique, qui est, pour ceux qui ne le savent pas, le remplacement du compte administratif de l'ordonnateur et du compte de gestion du comptable public qui ne feront plus qu'un dans un compte financier unique. Se sont ajoutés à ces notes, non, à ces points, très récemment, Bruno Le Maire a annoncé 10 milliards d'économies, les estimations de croissance étant revues à la baisse pour la France, ce qui fait que le fonds vert n'augmentera pas comme il était prévu au départ.
Également, jeudi dernier, là, je n'ai pas pu l'intégrer, les convocations étaient parties. Le ministre délégué au compte public a annoncé, lui, que ce sera 20 milliards à partir de 2025 d'économies. Donc il faudra en tenir compte, puisque vraisemblablement, les comptes des collectivités seront impactés. Concernant la CSSB, les orientations, donc d'abord la situation financière, qui se caractérise par des dépenses en augmentation constante. J'ai noté un peu plus loin par budget celles qui étaient notables. La rigidité structurelle des dépenses de fonctionnement, que ce soit les attributions de compensation, la contribution aux SDIS, le FNGIR, le FPIC. Alors le FNGIR, lui, il ne bouge pas, mais il est quand même très rigide. Voilà, ni ne monte ni ne baisse. Et les subventions au budget annexe transport et tourisme qui ne nécessitent, le tourisme étant financé à 100% par cette subvention. La CSSB, c'est également des recettes essentiellement fiscales, donc des marges de manœuvre forcément limitées, et de nombreux projets d'envergure à financer, que ce soit la poursuite des opérations en APCP, c'est-à-dire des opérations pluriannuelles pour environ 8 millions d'euros, les travaux nécessaires, notamment pluviales, sur les réseaux d'eau potable, et le trait de côte qui est à venir pour des montants conséquents également. Pour 2024, il est proposé d'inscrire les budgets dans le respect des orientations qui suivent, c'est-à-dire la maîtrise des dépenses de fonctionnement, l'optimisation des sources de recettes autant que possible, la juste détermination des taux de taxes intercommunales, un recours raisonné à l'emprunt, la priorisation des grands travaux engagés sur le territoire et le respect des principaux ratios financiers. Comme l'année dernière, on l'a dit, effectivement, il est primordial que les communes membres de la CSSB informent l'agglo au plus tôt des travaux qui impacteraient la CSSB afin que nous puissions vérifier leur financement, monter des marchés spécifiques qui sont plus avantageux et vérifier également s'ils sont éligibles à des subventions. Les orientations par budget maintenant. Pour le budget principal, les principales orientations en recettes, donc ce serait l'augmentation des taux de fiscalité qui générerait 3,7 millions de produits supplémentaires, une optimisation des bases retenues de 3,5%, c'est légèrement en dessous de la loi de finances pour 2024 qui est à 3,9%, mais il y a pas mal de régularisations annoncées, donc on a préféré être prudent. Une augmentation du produit de CFE suite à la revalorisation des bases votées en septembre 2023, qui générera 800 000 € de produits supplémentaires. Le montant des fractions de TVA versées en compensation de la taxe d'habitation et de la CVAE qui reste stable. Je préférais pas les augmenter pour l'instant, car là aussi, il y a des annonces de régularisation fortes qui sont annoncées. Une légère baisse des dotations de l'État indiquées en loi de finances. À noter également qu'il y a un travail actif sur les subventions. Vous avez dû le voir dans le projet de ROB. Le travail fait qu'on a perçu en 2023 2,6 millions de subventions, qui est un beau travail. Et enfin, une revoyure de la CLEC, notamment pour la compétence de la gestion des eaux pluviales urbaines, puisque, à titre d'exemple, aujourd'hui, c'est une recette pour la CSSB de 400 000 € pour une dépense d'environ 1,5 million par an. Pour revenir sur la fiscalité qui est en introduction, le tableau ci-dessous vous montre ce qui est proposé. Donc, les taux, vous voyez, de 2021 à 2024, ils n'avaient pas bougé, donc ça se voit entre 2023 et 2024, le changement. Sur la taxe foncière sur les propriétés bâties, on passerait de 1% à 2%. Sur les taxes foncières de propriétés non bâties, de 3,51 à 4%. Sur la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, de 7,27% à 10%. Et sur la cotisation foncière des entreprises, elle ne bouge pas. Seules les bases ont été révisées en septembre dernier. Les principales orientations pour ce budget principal. Déjà, l'augmentation de la contribution aux SDIS, qui est de 200 000 € supplémentaires. La subvention au budget annexe de tourisme, environ 300 000 €, et au budget de transport, pour l'instant, estimé à 600 000 €.
Il est pris en compte également les augmentations liées aux contrats, aux matériaux, à l'énergie, comme évoqué tout à l'heure. L'augmentation des charges de personnel, due d'une part au point de l'augmentation du point d'indice, mais aussi les besoins de recrutement supplémentaires, qui ferait 800 000 euros de plus. Des dépenses d'équipement à hauteur de 14,6 millions et des provisions à inscrire, enfin, la provision à inscrire pour la dissolution du GIP Grand Prix de France à 1 million d'euros. Pour le budget collecte des OM, donc juste pour rappel, il est financé par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Le taux cible de 11,50% est reconduit en 2024. La revalorisation des bases, là, on n'avait pas de régularisation annoncée, on l'a gardé tel que la loi de finances le prévoyait à 3,9%, ce qui générerait 640 000 euros de produits supplémentaires. Il y a eu un travail effectué également sur la redevance spéciale. À titre d'exemple, 845 000 euros ont été perçus en 2023. C'est à peu près la même somme qui sera inscrite en 2024. Et ensuite, à financer, il y a les évolutions sur les biodéchets et l'optimisation de la gestion des déchetteries à financer. Le budget de l'eau, lui, financé par les tarifs. Le budget est encore fragile aujourd'hui. La délibération d'augmentation des tarifs prise en 2023 indiquait donc que l'étalement de l'augmentation des tarifs sur 4 ans. Par ailleurs, les projets en eau potable sont malheureusement peu subventionnés. Et enfin, les schémas directeurs ont été finalisés, ce qui fait que pour 2024, les travaux ici de ces schémas sont pris en compte dans les dépenses d'équipement, selon un degré de priorité travaillé avec les communes, mais aussi selon les capacités de la CSSB. Il y aura également, c'est déjà lancé, les DSP pour les communes du littoral et du Haut-Pays, avec des travaux concessifs prévus dans la négociation, si ça peut soulager ce budget. Donc, il est prévu pour l'instant un montant des investissements à 2,3 millions, dont environ 670 000 euros de crédit des opérations pluriannuelles. Le budget assainissement, lui, ne rencontre pas de difficultés particulières. Donc, pour 2024, à l'image du budget de l'eau, les schémas directeurs étant finalisés, la prise en compte des travaux, avec le même degré de priorité travaillé avec les communes, des montants d'investissement à 5,4 millions, dont 2,6 millions de crédits pluriannuels. Le budget annexe de transport, lui, qui est toujours un budget tendu depuis l'année dernière. Pour rappel, il y a eu une forte augmentation du marché du transport scolaire de plus de 900 000 euros qu'il a fallu absorber. Et la relance du marché du transport urbain est en cours. C'est fort probable que lui aussi soit en augmentation. Les 3 recettes de ce budget sont donc toujours les mêmes. Le versement de transport qui, lui, a atteint son maximum, on ne pourra plus l'augmenter. La convention avec la région qui est figée à 1,3 million et la participation des familles qui est à hauteur d'environ 180 000 euros. Donc, à partir de maintenant, il faut impérativement que le budget principal abonde ce budget par le versement d'une subvention annuelle, sans quoi il ne s'équilibre plus en exercice, c'est-à-dire sans les excédents reportés. Et effectivement, il voit ses ratios pour l'instant dégradés. Concernant le budget GEMAPI, la taxe, elle, ne bougerait pas. Pour rappel, vite fait, GEMAPI, c'est la lutte contre les submersions marines, notamment. Il y a des importants investissements à venir dans la lutte contre le trait de côte. C'est prévu à peu près pour 25 millions d'euros à étaler sur environ 5 ans. Donc il y a une stratégie d'investissement pluriannuelle absolument à définir, parce que 5 millions d'euros pour le budget GEMAPI, c'est déjà trop par rapport à la taxe. Donc il faudra voir comment faire. Pour le budget du tourisme, il y a l'aboutissement du projet d'univers de promotion commun qui va arriver à son terme d'ici quelques semaines. Pour rappel, il est financé à 100% par la subvention du budget principal et il prend en charge les participations au bol d'or et au bol d'or vélo. Le budget du SPANC, lui, ne voit pas d'évolution majeure en 2024. Toutefois, un travail sur l'annualité budgétaire va être mis en place. Concernant le focus sur la gestion des ressources humaines,
Vous l'avez compris, pour mener à bien tous les dossiers, il est important que des recrutements soient effectués, puisque si on regarde le ratio, les dépenses de personnel ne représentent toujours que 9,3% des dépenses de fonctionnement, ce qui est très bas, ce qui veut dire qu'on n'est sûrement pas assez nombreux. Donc il est prévu sur 2024 une augmentation de 30% de ce genre de personnel. Il y a également qui rentre en compte le point d'indice et le glissement vieillesse technicité. Un focus rapide sur les épargnes de gestion prévisionnelle du budget principal. Donc je vous laisse observer, juste à titre de précision. On voit bien qu'en 2022, il y a une augmentation qui est due notamment à la mise en place du taux de taxe foncière qui n'existait pas auparavant, de 1%, mais également la fraction de TVA en place de la taxe d'habitation qui avait connu un fort dynamisme. Donc, du coup, on voit bien l'augmentation. Entre 2023 et 2024, il apparaît une légère baisse, mais là, c'est parce que 2023 est en compte administratif anticipé et 2024 en budget prévisionnel, on est toujours un peu plus prudent en prévision. Pour 2024, le taux d'épargne brute, lui, est de 17,48%. Juste pour précision également, le montant d'épargne brute, c'est l'épargne brute sur les recettes réelles de fonctionnement. Ça indique quelle est la part des recettes de fonctionnement qui pourrait financer l'investissement. Donc il est en augmentation par rapport à 2023, légèrement en dessous du taux de moyen national. Voilà, je voulais vous dire là-dessus. La gestion de la dette, bon, vous l'avez dans le projet de ROB plus en détail, mais l'encours de la dette au 31/12/2024 s'élèvera à 55 905 hors futurs emprunts qui seraient contractés d'ici là. Vous avez le détail par budget en dessous, c'est peut-être un peu petit, mais vous l'avez quand même dans le ROB. Donc, à l'absence de recours à l'emprunt en 2022 et 2023, l'encours poursuit une baisse et la capacité de désendettement, elle, reste nettement en dessous du seuil d'alerte qui est de 12 ans. Et là, pour le budget principal, on est à 3 années 36. Voilà pour ce projet de rapport de l'interprétation budgétaire. Je vous remercie pour votre attention. Merci Camille. Avez-vous des questions? Madame Salle. Par contre, est-ce qu'on pourrait éclairer si ça ne gêne pas? Parce qu'on est dans le sombre et on ne voit pas ce qu'on a écrit, si c'était possible. Est-ce que vous pouvez nous éclairer, monsieur? Merci. Alors, l'année 2023, comme vous l'avez présentée, elle a été particulièrement génératrice, merci beaucoup, de recettes fiscales et de résultats positifs pour le budget principal de Sud-Sainte-Bonne, puisque, avec Gérard Perrier, nous avons regardé les chiffres de près et que nous avons constaté que les recettes ont dépassé les prévisions de plus de 4 millions et que les dépenses ont été d'1 million inférieures aux prévisions. Donc, parfait. Ce qui a permis de réaliser un autofinancement net, charge de la dette déduite, de plus du triple de ce qui avait été prévu. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a rien à dire. Et cette capacité d'autofinancement, elle a atteint 6,5 millions d'euros. Donc, c'est ce qui permet de financer les investissements. Face à cette abondance de recettes, et compte tenu de la hausse des taux, de la hausse des bases locatives sur l'ensemble de la fiscalité locale, qui, comme on vient de nous le dire, a été prévue, a été décidée pour 3,9%, nous nous étonnons un peu de la nécessité d'augmenter dans une telle proportion les taux d'imposition, nécessité dont il est fait état dans ce BO. Je rappelle que toutes les prévisions qui nous ont été présentées ont été calculées avec un taux d'augmentation des bases de 3,5%, alors que le taux sera en réalité de 3,9%. Alors certes, il y aura peut-être des régularisations,
Mais la différence entre le taux de 3,9% et le taux de 3,5%, ça fait 2 millions d'euros. Donc en fait, tout ce qu'on nous a dit, on peut penser qu'il y aura au moins 2 millions d'euros de plus d'épargne. Pourquoi nous revenons là-dessus? Parce qu'à nos yeux, et je pense que c'est notre rôle aussi de conseiller communautaire, il n'est pas anodin du tout de doubler la fiscalité sur les foyers de Sud-Sainte-Bonne. Parce que passer d'un taux de taxe foncière d'actif de 1% à un taux de 2%, c'est bien augmenter de 100% la charge fiscale. Ni anodin non plus d'augmenter de 38% le taux sur la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. On a fait de rapides calculs. En ce qui concerne le taux de taxe foncière bâtie, simplement pour Sud-Sainte-Bonne, pour la partie Sud-Sainte-Bonne, ce doublement va représenter pour la majorité des propriétaires de maisons, on est parti sur les éléments que l'on avait, ça va représenter une surcharge de 100 à 200 euros, sans compter les augmentations de base, ni les augmentations de part communale. Alors déjà, on peut penser que compte tenu des augmentations de base en sus, chaque foyer fiscal de Sud-Sainte-Bonne paiera entre 150 et 300 euros au minimum de plus chaque année. C'est vrai que nous aurions aimé qu'il y ait quelques simulations là-dessus pour nous éclairer. Et encore pire pour les possesseurs de résidences secondaires qui, eux, quelque part, auront une double peine puisqu'ils ont la taxe foncière avec ce que l'on vient de dire comme augmentation, et ils ont en plus la taxe d'habitation sur les résidences secondaires avec les augmentations prévues, un peu comme si nous les punissions d'avoir choisi nos communes pour leur week-end, leurs vacances, pour parfois les retraités venir passer dans nos communes 6 mois par an. Et je crois qu'il ne faut pas oublier qu'ils nous apportent à toutes les communes de Sud-Sainte-Bonne et à toutes les entreprises de Sud-Sainte-Bonne du pouvoir d'achat et une activité économique importante et récurrente. Alors, l'augmentation de ces taux, dans la présentation des orientations budgétaires, elle a été motivée par l'importance des investissements. Soit, simplement, dans les éléments qui nous avaient été transmis, nous n'avons pas trouvé de plan pluriannuel d'investissement qui nous aurait permis de nous éclairer là-dessus. On vient de découvrir sur les tableaux qu'il y aurait 14,6 millions de dépenses d'équipement. Pourrait-on en avoir le détail? Et surtout, est-ce que l'on pourrait essayer, pour minorer au maximum cette charge fiscale supplémentaire, est-ce qu'on pourrait essayer de l'ajuster au plus près des besoins réels? Parce qu'évidemment, ces augmentations, elles vont être très mal perçues par nos concitoyens, qui vont voir directement, vous savez, l'imprimé de la taxe foncière, il y a directement marqué en clair le pourcentage d'augmentation qui a été fléché par la commune, l'intercommunalité, etc. Donc on va avoir intercommunalité, 100% d'augmentation du taux. Moi, je pense que ça aurait mérité d'avoir des projections plus fines. Voilà. Tel est notre avis. Je suis la porte-parole à la fois de Gérard Perrier et de moi dans cette histoire. Donc, moi, c'est vous qui gérez, c'est vous qui êtes au plus près des... Pouvez-vous nous expliquer des investissements qui nécessitent une telle augmentation? Voilà, je vous en remercie. Alors, merci pour toutes ces questions. Je vais essayer de répondre le plus possible. Tout d'abord, effectivement, ça paraît être une très grosse augmentation. Parce qu'en fait, on partait de zéro. Hein, on était un EPCI qui n'avait pas cette taxe auparavant. Pour information, la métropole d'Aix-Marseille, c'est 2,59. La métropole de Toulon-Provence-Méditerranée, c'est 5%. La CA Provence Verte, c'est 1,95%. Et la vallée du Gapot, 3%.
Donc on est inférieur, en tout cas, aux 4 autres, enfin aux 3 autres. En fait, nous avons travaillé avec mes élus en bureau communautaire sur des simulations. On a travaillé sur un certain nombre de simulations. En fait, si vous voulez, on a plusieurs facteurs qui nous ont conduits à cette décision. C'est qu'en fait, déjà, nous n'allons plus avoir de subvention du département jusqu'à 2026, 2027, je ne sais plus, jusqu'à la fin du mandat départemental, pour la simple et bonne raison que le département a fait le choix, compte tenu de toutes les difficultés que tout le monde a aujourd'hui, de privilégier l'aide aux communes et non pas aux EPCI. Donc, de par ce fait-là, nos communes seront plus aidées et nous nous en réjouissons. Par contre, le PCI n'aura plus l'aide du département jusqu'à ce moment-là. Donc, pour autant, nous avons toujours les projets qui sont à mener. Comme vous le voyez, l'État nous informe d'un certain nombre de baisses d'aide aussi. Donc, en fait, au niveau des subventions sur lesquelles on a travaillé énormément, on va avoir de grosses baisses. Comme l'a dit Camille Pellegrin, il va y avoir le trait de côte qui va être impactant pour notre collectivité. On a une incertitude aussi sur les marchés, et notamment celui du transport urbain. On est en train de travailler sur le plan de mobilité qui va nous imposer un certain nombre, sur lequel nous allons œuvrer pour mettre un certain nombre d'améliorations au niveau de la mobilité, donc ça aura des coûts. Voilà, donc je vous ai dit dans les grosses lignes. Ce qu'il faut voir, c'est que d'augmenter les taux, ça ne fait jamais plaisir. Déjà en premier aux élus, parce que ce n'est pas une décision simple à prendre. On la prend parce qu'on veut continuer à faire les investissements sur le territoire. Il est plus compliqué de faire des augmentations tous les ans que d'en faire une qui nous a paru être plus judicieuse de la faire maintenant et en une seule fois. Donc je vais laisser Julie vous donner les explications sur les augmentations que ça génère, parce que le tableau est assez compliqué, je ne voudrais pas vous dire des bêtises. Alors oui, il y a la règle de liaison des taux aussi qu'il faut rappeler en fait, puisque du coup on ne peut pas bouger par exemple la fiscalité simplement, notamment en ce qui concerne la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, elle est liée au foncier bâti. Donc ça veut dire que pour augmenter la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, ce qui génère le plus de produits en fait pour nous, on est obligé d'augmenter la taxe d'habitation sur la taxe sur le foncier bâti, sachant qu'il est extrêmement bas, comme l'a dit Madame la Présidente. Donc, à la complexité en fait de l'augmentation des taux s'ajoute en fait la difficulté de cette règle de liaison. Donc il faut avoir en tête. Vous voulez que je présente les simulations? Alors je ne pense pas que ça génère 2 millions d'euros en plus. Je suis juste en train de calculer en même temps, mais c'est pareil. Donc puisque le taux je ne vais pas le faire trop rapidement et faire mal, donc je vais calculer peut-être la fin du passage si vous voulez. Voilà. Peut-être en complément de ce que vous avez dit, on peut peut-être compléter avec Camille si vous voulez. Notamment, Camille va peut-être parler de la pluriannualité des investissements qui sont déjà à hauteur de 8,5 millions d'euros. Oui, pour l'année 2024, le PPI, on ne l'a pas mis en entier, mais il sera mis bien sûr pour les budgets primitifs. Les crédits de paiement en 2024 sont à hauteur de 8,5 millions, ne serait-ce que pour terminer la gendarmerie, la mise en valeur du site archéologique de Torentum, l'extension du siège de l'agglomération, les travaux de construction du centre d'exposition et de promotion touristique à Evenos, les travaux sur le réseau d'eau pluviale du quai de Gaulle de Sanary et la réhabilitation du réseau d'eau pluviale du secteur littoral d'Élec à Saint-Cyr-sur-Mer. Ces 6 projets, donc à eux seuls, représentent 8,5 millions et ils sont vraiment pour 2024, on ne pourra pas reculer. Le reste du PPI, en grande ligne, c'est essentiellement des travaux sur l'eau pluviale. Bon, là, je n'ai pas tout en tête, mais déjà, on arrive à 10 millions en 6 projets. Excusez-moi, je m'interviens simplement. Comme vous avez fait état là, de 14,6 millions, donc vous dites que sur le PPI, en fait, il reste 8,5 là sur l'année
en paiement sur 2024. Donc ça veut dire qu'il y a 6 millions à peu près entre les deux. Voilà. C'est ce qu'on aurait voulu, avoir une idée de quels étaient les projets, à quoi ça correspondait. Et sur ces 14,6, qu'est-ce qu'on attend comme subvention? Une idée. Je peux vous préparer. Bon. Je peux vous préparer le détail du PPI sans problème pendant la séance, si vous voulez, parce que du coup, je ne l'ai pas préparé en amont. Voilà. Mais voilà, bien sûr, voilà, pas de gentil, problème. avec une idée des subventions liées qui ont été demandées. Parce qu'en fait, tout le problème, on comprend bien qu'il faut augmenter les taux de fiscalité si on en a la nécessité. Tout le souci, c'est de ne pas sur-augmenter. On entend bien, mais on est d'accord, mais pour autant, ce que je vous disais, à chaque augmentation, ça déçoit les personnes. Donc en fait, on a fait une projection sur la fin du mandat et il paraît essentiel de faire cette augmentation-là. Toujours à temps, après de la diminuer si besoin était. Voilà. Et puis voilà, comme... Ouais. Tout à fait. Oui, alors, je comprends les inquiétudes qui se sont manifestées. J'ai un petit peu regardé, alors je crois qu'il y a une inexactitude dans le coût supplémentaire que donnerait ces 1% supplémentaires Alors, j'ai des chiffres pour le Bossé, je n'ai pas les chiffres pour l'Aglo, mais enfin, on peut estimer que le Bossé est dans la moyenne de l'Aglo. Alors, moi, j'ai une base fiscale moyenne pour le Bossé, revalorisée avec les 3,9% dont on parlait, de 2 685 €. Donc, si on applique 1%, ça fait 27 € supplémentaires par an, ce qui n'est pas négligeable, mais qui n'est pas les 100 ou 150 € annoncés. Mais c'est quelque chose. Mais je crois qu'il faut bien regarder précision les chiffres. Voilà. Maintenant, il s'agit évidemment de la taxe moyenne. C'est-à-dire, j'ai pris la valeur locative du Bossé divisé par le nombre de propriétaires. Après, il y en a pour qui ça va être beaucoup plus sur les moyens. Voilà ce que je voulais préciser. Merci Edouard. Il y a Philippe qui voulait aussi intervenir. Oui, j'interviens volontiers. J'interviens volontiers d'abord pour dire qu'un certain nombre de choses ont été présentées, et je m'y associe, cela va de soi, mais de façon plus importante. De façon plus importante, il faut bien voir que nous n'avons pas un budget, nous en avons un grand nombre. Nous en avons pour l'eau, on en a pour l'assainissement, on en a pour le transport, on en a dans un certain nombre de domaines, on en a sur la GEMAPI, on en a partout. Ce qu'il faut bien voir, c'est que la marge de manœuvre dont dispose l'Aglo, elle n'en a qu'une, c'est au niveau du budget principal. Et donc il est nécessaire, et ça a été très bien dit par Madame lors de la présentation, il est nécessaire de prélever sur le budget principal pour alimenter les budgets annexes. On n'a pas le choix. Lorsque l'on prend le budget des transports, je prends que cet exemple, il est bien évident que la marge de manœuvre, elle est nulle. On ne peut pas jouer, c'est impossible. On ne peut pas jouer sur d'autres variables que l'aide du budget principal au budget annexe. On n'a pas le choix. Bon, de la même manière, lorsque l'on, ici même plusieurs fois, nous avons très longuement discuté du budget de l'eau, des difficultés majeures d'équilibre sur ce budget particulier. Aujourd'hui, on n'a pas un certain nombre d'informations puisque les DSP sont en cours. Bon, elles auront bien un séjour, je dirais, qui permettront de finir. Donc c'est un deuxième élément, je crois qu'il ne faut pas oublier.
Troisième élément, et si je comprends l'importance des plans d'investissement, il ne faut pas oublier que nous sommes contraints, je dis bien contraints, pieds et poings liés, sur un certain nombre de dépenses de fonctionnement. Ces dépenses de fonctionnement, beaucoup d'entre elles ont été rappelées tout à l'heure dans la présentation. C'est-à-dire que, imaginons qu'il faille verser plus d'1 million d'euros, je dirais, par rapport à ce que l'on connaissait du Grand Prix de Formule 1, il est bien évident que 1 million d'euros, il faut bien qu'on le trouve quelque part. C'est une dépense de fonctionnement, ça ne peut pas être de l'investissement, et il est quand même de bonne gestion que d'anticiper cela en ayant les ressources qui conviennent. Nous savons tous les difficultés importantes que l'on a au niveau de la sécurité incendie. Il va de soi que les dépenses, je dirais, que l'on a au niveau du service départemental d'incendie et de secours sont des dépenses qui nous sont imposées, pas nous, comme des grands qui allons décider un montant. C'est-à-dire que lorsque l'on a le budget à constituer, il faut bien que l'on se rende compte que nous avons des dépenses contraintes qui s'ajoutent aux choix politiques. Et là, je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit sur les choix politiques. On peut très bien dire on fait tel investissement, on ne fait pas tel investissement. Ça, je dirais, ça fait partie, je dirais, de choix. Et donc, le lien entre le taux de variation d'un impôt et un choix politique, il existe. Mais le lien entre une dépense forcée et un choix d'un taux d'imposition, celui-là, il n'est pas libre, il est contraint. Et je crois que si l'on veut avoir des comptes qui tiennent la route, eh bien, il est nécessaire, bien évidemment, d'adapter la fiscalité. Et l'adaptation de cette fiscalité, je dirais, il va de soi que quand on passe de 1 à 2, ça monte de 100%, mais il va de soi que pas beaucoup doubler, c'est quand même pas quelque chose d'extraordinaire. Je préfère doubler en passant de 1 à 2 que de passer de 36 à 37. Bon, il va de soi que l'impact n'est évidemment pas le même. Voilà simplement ce que je voulais dire pour défendre, j'allais bien pour défendre ces choix, qui sont des choix sous contrainte, qui ne sont pas simplement des choix que l'on décide comme ça, spontanément, sans rien. D'autant plus que, il ne faut pas oublier que de plus en plus, on est en complète symbiose entre les communes et l'agglo. Regardez le pluvial, ça tourne sous le sens. Et il est bien évident que si ce n'est pas au niveau des uns qu'il y a une variation, c'est forcément au niveau des autres. Et donc, je pense que le choix qui est proposé me fait effet responsable. Voilà simplement ce que je voulais dire pour justifier, et je dis bien pour justifier, parce que c'est une véritable analyse qui a été faite, c'est pas comme ça pour le plaisir que l'on modifie les taux d'imposition. Merci. Merci Philippe. Jean-Paul aussi veut intervenir. Oui, je voudrais faire 4 remarques. La première sur les résultats positifs, les recettes nettement supérieures à ce qui était prévu, je ne peux que m'en réjouir. C'est la preuve que les budgets sont fabriqués de manière prudentielle. Le deuxième point concernant les résidences secondaires, une précision supplémentaire par rapport à ce qu'a dit Mme Mystérieux sur la règle de liaison des taux.
le fait qu'il fallait augmenter la taxe sur le foncier bâti pour augmenter la taxe sur la résidence secondaire, fait que si on ne l'avait pas fait cette fois-ci, il aurait fallu, si on le souhaitait plus tard, augmenter la taxe sur la résidence secondaire, augmenter aussi celle sur le foncier bâti. Troisième remarque, en matière de personnel, il y a une volonté ambitieuse de recrutement qui est tout à fait importante. L'augmentation de 30%, c'est considérable. Et je ne peux que m'en féliciter parce que nous gagnons en compétences. Et enfin, quatrième remarque, alors ça c'était lors des séances de travail, mais il avait été envisagé 4 millions d'euros d'emprunt, et donc le fait d'augmenter les recettes permettra d'avoir beaucoup moins recours à l'emprunt. Et juste une remarque, là on est avec des taux qui ont dépassé les 4%, et par rapport au taux de base d'il y a 1 an ou 2, la multiplication de la charge de la dette, il y a une multiplication par 7, c'est-à-dire que ce sont des centaines de milliers d'euros supplémentaires en matière d'emprunt. Voilà les 4 remarques que je voulais faire concernant cette augmentation des taux d'imposition. Et donc, je ne peux que féliciter à nouveau les personnes de la communauté d'Aglo qui ont travaillé sur ce sujet. Merci beaucoup. Alors, attendez juste, je voulais apporter une précision à Madame Salle au niveau des chiffres qui avaient été donnés. Donc, Madame Disserio a refait le calcul. Donc, l'augmentation des bases génère un produit de 228 884 et non pas 2 millions quelques d'euros. Et l'augmentation donc des taux d'imposition tels que présentés donc sur les deux volets, taxe d'habitation, taxe foncière du bâti et résidence secondaire, ça fait une augmentation de 3 783 137. Voilà. Donc un peu plus de 4 millions, ce qui n'est pas non plus énorme au regard de tous les projets que l'on a menés. Monsieur Perrier, je vous en prie. Oui, Michel Salle a parlé de recettes, et j'aimerais juste avoir quelques éclaircissements sur le poste des dépenses. En effet, si nous souscrivons tout à fait au besoin d'augmenter les effectifs et donc les compétences de l'agglomération, qui étaient vraiment à un niveau squelettique, j'allais dire, dans certains domaines, lorsque les moyens financiers existent, est-ce qu'il n'y a pas un risque quelquefois de surstaffer? Je n'ai pas trouvé l'expression en français pour dire surstaffer, enfin donc vous avez compris ce que je voulais dire. En effet, nous allons augmenter la masse salariale de 25%. Je comprends bien sur la partie création de nouveaux postes uniquement, puisqu'il y a 586 000 euros sur 2 380 000. Donc la question est, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux étaler ces recrutements sur plusieurs années, de façon à bien ajuster l'adéquation des besoins par rapport au recrutement. Et d'autre part, donc je ne doute pas que l'analyse des différents postes a déjà fait l'objet d'une explication au niveau du bureau de la communauté. Donc je ne vais pas revenir sur l'ensemble des créations de postes, mais j'aimerais des explications. Je vais prendre 2 exemples. Par exemple, un chargé de coordination technique des GAST et un adjoint DSI pour tuilage et passation. Est-ce que vous pouvez me donner des explications sur le rôle et les compétences nécessaires pour ces 2 postes? Alors, c'est au niveau. Alors, le premier, c'est au niveau des travaux. C'est pour le suivi des chantiers que l'on a, parce que c'est important que les chantiers soient suivis sur place. Et donc, du coup, on a besoin d'une personne complémentaire pour appuyer les nombreux chantiers que l'on a. Et tuilage des GSI, c'est par rapport au service informatique. Nous avons une personne en charge de l'informatique notamment, mais pas que. Elle ne fait pas que ça. Et donc, c'est extrêmement compliqué pour elle aujourd'hui d'assumer toutes les charges. Et notamment, elle est en charge aussi de l'école du numérique.
Donc ça fait une charge très très importante. Et donc de faire un tuilage avec une autre personne est essentiel. On ne fait aucun recrutement qui n'est pas utile. Et sachez que malgré les recrutements que l'on a déjà faits, nous devons encore en faire. Les services aujourd'hui sont extrêmement chargés. Mais quand je vous dis chargés, en fait, comme en fait tout un tas de dossiers ont été mis en œuvre, en fait, ça a généré une charge de travail assez exponentielle. Donc à un moment, on est arrivé, pas à l'équilibre, parce qu'on court toujours après les recrutements, mais on est arrivé à un moment à avoir, mais ça continue à augmenter. Et donc il faut continuer à recruter pour le bien-être des agents qui sont là. Parce que les agents qui sont là sont très, très chargés et ils en font énormément, mais ils ne pourront pas, sur la durée, continuer à tenir un tel rythme. D'ailleurs, vous avez une nouvelle personne qui vient d'arriver, qui vous a fait signer les parapheurs. C'est la personne qui sera en charge des assemblées. Elle est où? Elle est là-bas. Voilà, qui peut se présenter exactement. Ces recrutements ne sont pas du superflu, c'est vraiment essentiel. Vraiment. Et les étaler, ce serait exactement ce qu'il faudrait faire dans l'absolu, mais au regard de la charge de travail, franchement, la santé des salariés en poste est très importante à prendre en compte. Et donc, on ne peut pas attendre. Là, ce qui nous limite aujourd'hui aussi, c'est les bureaux. Donc là, c'est pour ça que Madame Disserio parlait aussi que l'on est en train de travailler sur la construction de l'extension du bâtiment communautaire. Mais à mesure qu'on construit, voilà, là, le nouveau bâtiment dans lequel on est déjà plein, et celui qui va être construit, donc il y en a pour un certain temps de construction, il va être très rapidement rempli parce qu'on a encore besoin d'effectifs. Voilà. D'autres questions? Je vous écoute. Je pense que le contribuable de la communauté n'aura pas de problème à mettre la main au portefeuille. Quand on voit donc l'investissement qui est apporté, notamment à Saint-Cyr-sur-Mer, on va un peu notamment pour la mise en valeur du BP de Toronto, pour la réflexion du réseau filial, on en a un impérieux besoin. Par contre, effectivement, ce qui peut leur laisser un arrière-goût, c'est, vous l'avez dit, donc les 1 million de provisions pour le JP. Voilà, ça, effectivement, ça passe difficilement. Alors, évidemment, quand on divise par 62 000 habitants, ça va, ça passe, mais quand même 1 million comme ça qu'on va devoir provisionner. J'avais noté, d'ailleurs, c'est par matin qui avait donné le chiffre de 700 000 euros. Est-ce que c'est bon? Est-ce que la provision que l'on fait va être augmentée ou est-ce qu'on peut, avec un peu de chance, prévoir une diminution? On n'a pas encore le chiffre. Les 1 million, c'est prudent. On n'a pas encore le chiffre. Effectivement, initialement, c'était 700 000. Mais comme il n'a pas été dissous, la dette s'augmente. On n'a, pas une visibilité pour le moment tant que les chiffres ne sont pas tirés. Mais voilà, à un moment, il va falloir payer. Donc, il faut provisionner. On n'a pas d'autre choix. Même si on peut déplorer tous cette somme à donner. Et ce qui est dommage, c'est que en fait, ça s'est arrêté. Il y a eu plein de phénomènes qui ont fait que, on n'a pas eu de chance. La première année, le plan de mobilité n'était pas là et il y a beaucoup de gens qui sont venus, qui sont repartis, qui ne sont pas allés. Donc ça a pénalisé l'année suivante. Après, il y a eu le Covid. Enfin bon, il y a eu tout un tas de phénomènes, outre la gestion, qui aujourd'hui est en étude, qui ont fait que ce Grand Prix coûte beaucoup à la collectivité. À toute la collectivité, d'ailleurs. D'autres questions? Nous allons passer donc au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions? Je vous remercie. Point suivant, fixation des attributions de compensation provisoire 2024. René Jourdan. Dans l'attente de la réunion de la commission locale pour l'évaluation des charges transférées en 2024, pour évaluer et préciser le montant des charges transférées, notamment suite à la restitution des schémas directeurs pour la compétence gestion des eaux pluviales urbaines, il est proposé de retenir comme montant des attributions de compensation provisoire 2024 le montant des attributions de compensation définitive de 2023. Voilà, Madame la Présidente.
la proposition. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Point suivant. Complément de crédit provisoire d'investissement 2024. René Jourdan. Dans la délibération 2023-165 du 4 décembre 2023, a ouvert des crédits provisoires d'investissement conformément à l'article L 1612-1 du CGCT et dans l'attente du vote des budgets primitifs qui interviendront le 8 avril prochain. Afin de permettre l'achat de véhicules avant cette date, il est nécessaire de compléter cette délibération avec l'ajout d'ouverture de crédit sur le budget principal à hauteur de 50 000 € en faveur de l'opération 9132, c'est-à-dire des véhicules. Avec cet ajout, la limite de 25% des crédits de l'exercice précédent reste respectée. Merci. Y a-t-il des questions? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Point suivant. Mise en réforme des compacteurs mobiles des déchetteries de Saint-Cyr-sur-Mer et de Sanary-sur-Mer. Jean Tessier. La communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume possède des compacteurs mobiles, aussi appelés pragmates. Ils sont utilisés dans nos déchetteries pour compacter, mais aussi pour déplacer les bêtes, permettant ainsi une optimisation de leur volume, mais aussi de l'espace disponible dans les déchetteries. Les deux engins de déchetterie de Saint-Cyr-sur-Mer et Sanary-sur-Mer arrivent en fin de vie et occasionnent des réparations coûteuses. La communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume a donc fait l'acquisition de 2 nouveaux compacteurs, de même marque et même modèle pour les remplacer. Ainsi, les anciens engins vont pouvoir être démontés et les pièces utiles seront récupérées. Le reste sera évacué par un ferrailleur. Il vous est donc proposé d'adopter la mise à réforme des 2 compacteurs mobiles des déchetteries de Saint-Cyr-sur-Mer et Sanary-sur-Mer. Merci Jean. Y a-t-il des questions? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Point suivant. Présentation du rapport annuel du délégataire Bistrot de Ribot. Suzanne Arnaud. Merci, Président. Il s'agit de la présentation du rapport annuel du délégataire du Bistrot de Ribot. Un contrôle interne de la délégation est un enjeu important pour la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume, qui reste responsable du bon fonctionnement du service et de son adaptation aux besoins des usagers. Les modalités sont prévues dans le contrat de délégation. Le rapport annuel est un élément important de cette information. Il comporte les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public, une analyse de la qualité du service et des conditions d'exécution du service public, notamment l'égalité des usagers, la continuité et l'adaptabilité du service, ainsi que la bonne application des dispositions contractuelles. Afin de contrôler l'activité du délégataire, celui-ci doit remettre chaque année à l'autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation du service public et une analyse de la qualité du service. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles, alors je vous passe, il y en a toute une liste, vu le Code de la commande publique et notamment les articles également, vu le statut de la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume, vu le contrat de délégation du service public portant sur l'attribution de la concession de services publics d'exploitation du bistrot à Ribot, approuvé par délibération de la 2020-069 en date du 22 juillet 2020, arrive à son terme en août 2024. Vu le rapport concernant l'exercice du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, présenté par la société Sassu Philips, vu l'avenant de prolongation autorisé par la délibération de CC 2023-01 du Conseil communautaire du 6 février 2023, vu le procès-verbal de la commission consultative
des services publics locaux en date du 20 février 2024. Après avoir exposé tous ces motifs, je propose au Conseil communautaire de prendre acte du rapport annuel pour l'année 2022-2023 présenté par la société Sassou Philippe pour la gestion du service public d'exploitation d'un bistrot à Ribot. Merci Suzanne. Donc voilà, il suffit de prendre acte. Donc voilà, je vous remercie. Point suivant, convention de mise à disposition et d'utilisation des équipements numériques entre la CASSB et les communes membres de l'Éducation nationale du Var, direction diocésaine et direction scolaire des écoles élémentaires du territoire. Patricia Aubert. Merci Madame la Présidente. Le numérique représente un enjeu majeur pour l'avenir de nos enfants, impliquant la modernisation des conditions de scolarité et d'apprentissage des élèves. Depuis la rentrée 2015 et en étroite collaboration avec les communes membres, l'Éducation nationale, la direction diocésaine de l'enseignement catholique du Var et la communauté d'agglomération Sud-Saint-Baume pilotent la mise à disposition d'outils numériques dans les classes élémentaires des écoles du territoire. Afin d'assurer la continuité de la mise à disposition des outils informatiques, il est important de l'encadrer par le biais d'une convention. Nous vous avons proposé d'approuver la convention de mise à disposition et d'utilisation des équipements numériques entre la communauté d'agglomération Sud-Saint-Baume, les communes membres, l'Éducation nationale du Var, la direction diocésaine de l'enseignement catholique du Var et les directions scolaires des écoles élémentaires du territoire. Merci Patricia. Y a-t-il des questions? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Point suivant. Désignation des délégués au groupement de commandes dont le CIVAD est le coordinateur et adoption de la convention constitutive du groupement de commandes des collectivités territoriales du Var. Suite à une erreur matérielle, les membres désignés lors du conseil communautaire du 4 décembre 2023 pour siéger à la commission d'appel d'offres du syndicat intercommunal varois d'aide aux achats d'hiver ne sont pas tous membres de la commission d'appel d'offres de la communauté d'agglomération Sud-Saint-Baume. Il convient de réparer cette erreur et de désigner de nouveaux membres, ceux-ci devant être choisis parmi ceux de la commission d'appel d'offres de la communauté d'agglomération Sud-Saint-Baume. Il est proposé de retirer la délibération numéro 2023-147 du 4 décembre 2023 et de désigner M. Louis Ferrara en tant que délégué titulaire et Mme Nathalie Noël en tant que déléguée suppléante. Y a-t-il des remarques? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Point suivant. Désignation de 2 nouveaux membres titulaires et d'un nouveau membre suppléant au syndicat mixte SCOT Provence-Méditerranée, Philippe Barthélémy. Oui, ben notre collègue Jean Bondy était donc titulaire au SCOT, donc il est proposé de le remplacer par Daniel Hamster. Et en ce qui concerne la commune de Evenos, Blandine Monnier soit désigné titulaire et Jean-François Romero suppléant. Voilà, Madame la Présidente. Merci. Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Désignation d'un nouveau membre délégué au syndicat de l'arrêt du Grand Valais et de leur affluent, M. Jean-Luc Granet. La communauté d'agglomération de Saint-Baume a procédé à la désignation des membres délégués au syndicat de l'arrêt du Grand Valais et de leur affluent par délibération du conseil communautaire le 22 juillet 2020. Et ce, conformément à l'arrêté préfectoral portant modification statutaire du dit syndicat. Suite au décès de M. Jean Bondy le 21 janvier 2024, élu communautaire et élu municipal de la commune de Saint-Henri-sur-Mer, siégeant comme membre délégué au syndicat de l'arrêt du Grand Valais et de leur affluent, il convient conformément à l'article du Code général des collectivités territoriales de procéder à son remplacement par M. Pascal Bonnet, élu municipal de la commune de Saint-Henri. Merci Jean-Luc. Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Point suivant. Désignation d'un représentant au sein de la société publique locale ingénierie départementale 83.
La communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume a procédé à la désignation du membre délégué titulaire auprès de la société publique locale dénommée Ingénierie départementale 83, ID 83, à laquelle elle a adhéré en 2014 par délibération du conseil communautaire du 7 décembre 2020. Suite au décès de M. Jean Brondy le 21 janvier 2024, élu communautaire et municipal de la commune de Sanary-sur-Mer, siégeant comme membre titulaire au sein de la société publique locale Ingénierie départementale 83, il convient conformément à l'article L. 2121-33 du Code général des collectivités territoriales de procéder à son remplacement par M. Bruno Joannon, élu communautaire et élu municipal de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Point suivant. Désignation des membres délégués à la commission consultative pour la transition énergétique Similec. La loi numéro 2015-992 du 17 août 2015 de transition énergétique a introduit en son article 198 la création d'une commission consultative entre tous syndicats, autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité et l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, totalement ou partiellement inclus dans le périmètre du syndicat. Le 22 juillet 2020, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume a procédé à la désignation d'un représentant titulaire et d'un suppléant pour siéger au sein de la commission consultative pour la transition énergétique du Similec-Var. Suite au décès de M. Jean Brondy le 21 janvier 2024, élu communautaire et élu municipal de la commune de Sanary-sur-Mer, siégeant comme membre titulaire au Similec-Var, il convient conformément à l'article L. 2121-33 du Code général des collectivités territoriales de procéder à son remplacement par M. Jean-Luc Granet, élu communautaire et élu municipal de la commune de Sanary. Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Je voulais juste revenir au démarrage du conseil communautaire. J'ai oublié de vous demander l'approbation du compte-rendu du conseil communautaire du 4 décembre 2023. Y a-t-il des objections ou des observations à formuler sur ce compte-rendu? Pas d'observation. Donc, il a dû vous être donné à signer. Et j'ai oublié de désigner Patricia Aubert comme secrétaire de séance. Je sais. Mais du coup, j'ai oublié de le dire. Donc voilà, je voulais vous le dire. C'est ça, exact. Et avant de lever la séance, je souhaite vous informer par rapport à ce dont vous avez parlé tout à l'heure, que dans le cadre de la dissolution du GIP, nous avons reçu le rapport définitif du cabinet Sémaphore qui nous a été communiqué le 25 janvier dernier. Ce rapport est sensiblement identique au précédent et intègre dans son analyse certaines des réponses apportées par le GIP. Il produit en annexe l'ensemble des réponses apportées par la direction du GIP. Nous tenons ce document à disposition de tout élu communautaire qui en fera la demande, si vous voulez le lire, l'étudier ou autre. Donc voilà, et puis nous attendons de toute façon la suite. Oui, j'ai reçu un courrier aujourd'hui. Aussi, oui. Pourquoi monsieur le préfet de région a validé la dissolution du GIP et le directeur, monsieur Boulier, doit nous convoquer pour un conseil d'administration et une assemblée générale. Prochainement, pour statuer sur cette dissolution. Mais on est quand même encore en attente de documents. Absolument. Le président du département a demandé. Absolument. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie tous. Je déclare le conseil terminé. Pour rappel, le prochain conseil communautaire aura lieu le lundi 8 avril 2024. Et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée. Au revoir.